roman s'appelle Fuite, Fuite au pluriel. Il est signé Étienne Bretin. Le narrateur du roman est un jeune trentenaire. Nous apprendrons de loin en loin qu'il a sans doute fait de grandes études, mais qu'il a quitté tout ça. C'est peut-être une première fuite, peut-être une première bifurcation, comme on dit. Mais surtout, nous le verrons accointé avec un groupe de jeunes écologistes radicaux qui, de temps en temps, organisent des expéditions dans Lyon pour dégonfler des SUV, comme cela se fait. Je cite une première phrase, ou plutôt un premier ensemble de phrases. Mon sang n'a fait qu'un tour et l'expression est correcte. Déjà haut, mon rythme cardiaque a brusquement augmenté, mes muscles ont renvoyé leur liquide vers le cœur qui accélère, qui dit au cerveau « voilà ce que c'est la peur pour de vrai ». Première phrase, donc, mon sang n'a fait qu'un tour et l'expression est correcte. C'est intéressant, cet auto-commentaire de la narration. Nous avons là une expression toute faite, mon sang n'a fait qu'un tour. Sauf qu'ici, l'expression est correcte, c'est-à-dire qu'elle doit être prise au pied de la lettre, comme elle ne l'est plus. C'est une expression comme ça toute faite, dont on ne mesure pas exactement l'origine littérale. L'origine littérale, c'est un phénomène physique, biologique. Dans le corps, le sang, quand on a peur, ne fait qu'un tour. Et souvent, la narration d'Étienne Bretin prend les choses comme ça, sur le plan le plus physique qui soit, celui qui concerne le corps. Et ce narrateur est très très attentif au mouvement de son corps, mouvement qui d'ailleurs le dépasse très largement, qu'il semble se développer indépendamment de toute volonté, de toute conscience, de toute maîtrise. C'est bien ce qui se passe ici avec les phrases suivantes, où le sujet grammatical n'est pas un « je », mais bien des mouvements qui ont lieu presque autonomes en lui-même. Déjà haut, mon rythme cardiaque a brusquement augmenté, mes muscles ont renvoyé leur liquide, mes muscles comme s'ils étaient en pleine autonomie, ont renvoyé leur liquide vers le cœur qui accélère, tiens voici le cœur, et qui dit au cerveau, voilà ce que c'est la peur pour de vrai. De la peur, c'est créé dans le narrateur, sans qu'il n'en soit l'acteur. Évidemment, on n'est pas l'acteur de sa peur. La peur est un affect, est une sensation qui est très largement à laquelle on est sujet. On aurait une phrase à peu près semblable à la page 136, encore plus simple, et encore plus lumineuse sur ce point. Retardant leur tremblement, mes jambes m'emmènent de l'autre côté. Là encore une fois, nous avons un élément de l'anatomie, un élément du corps, les jambes, qui semblent fonctionner indépendamment des directives d'une soi-disant conscience. Mes jambes m'emmènent de l'autre côté. Et c'est bien une sorte de scanner permanent de ces sensations, de ces sentiments, de ces pensées qui sont envisagées sur le même plan que les sensations et les sentiments, que le narrateur de Fuite nous propose. Il est comme dépossédé de lui-même, comme si le corps agissait à sa place. Ce n'est d'ailleurs pas une dépossession, c'est un état de fait. Le corps a toujours fonctionné de cette façon-là. Mais il y a donc une façon de s'objectiver, de se prendre d'une certaine manière comme un objet, l'objet d'un certain nombre de phénomènes. Chose qu'on verra aussi dans des tournures de phrases comme, à la page 12, « Arrêté à chaque feu rouge, les rares voitures me voient passer comme un fantôme ». C'est intéressant de se dédoubler de cette manière, et plutôt que de continuer une narration sous le point de vue du narrateur, ce trentenaire qui déambule à travers les rues de Lyon, soit pour dégonfler des SUV, soit parce qu'il sort du cinéma, soit parce qu'il se rend à son travail, à pied, à vélo, et parfois dans les transports en commun. C'est donc étonnant, oui, de le voir se dédoubler de cette façon-là, de quitter son point de vue et de se projeter dans ce que serait le point de vue sur lui. Il ne dit donc pas qu'il a traversé la rue et qu'il a vu les rares voitures qui étaient arrêtées à chaque feu rouge. Il dit « les rares voitures me voient passer comme un fantôme ». Il est donc l'objet du regard des automobilistes en l'occurrence. D'ailleurs, il y a une sorte de décalage, en tout cas de déportation du regard des automobilistes aux voitures elles-mêmes. Ce sont les voitures qui le regardent passer. Et c'est effectivement la sensation qu'on peut avoir quand on traverse une rue. Ce ne sont pas exactement les automobilistes et les conducteurs qui nous regardent. Ce sont les voitures elles-mêmes. Il est intéressant ici de voir que, dans le même temps que le narrateur se déprend lui-même d'une sorte d'initiative humaine ou de centralité de la psyché humaine qui serait directrice, eh bien, il abandonne cette prérogative à des objets, à des choses en tout cas, en l'occurrence les voitures. Mais ce qui est intéressant surtout dans cette phrase, c'est le fantôme. Oui, le narrateur traverse la ville comme un fantôme. Il serait donc, d'une certaine manière, le fantôme de la cité. Notion que l'on retrouvera à page 98,
Quand les rames passent, je croise le regard de leurs passagers. Je ne suis pour eux qu'une silhouette indéterminée, un fantôme. C'est exactement le même saut de point de vue. Il se projette dans le point de vue sur lui de gens qui sont en train de le regarder. Et de la même façon, il se projette comme étant un fantôme. Mais pourquoi donc ce narrateur se vit-il comme un fantôme ? Eh bien parce que, d'une certaine manière, ces jeunes gens qui occupent la ville d'une certaine manière, et notamment quand ils lancent des expéditions militantes la nuit, se vivent eux-mêmes comme les déjà fantômes d'un monde qui est d'une certaine manière déjà perdu. Déjà perdu, puisqu'embarqué dans son extinction. Oui, le monde est en train de s'éteindre, et ceux qui en prennent conscience, peut-être plus que d'autres, avec peut-être plus d'acuité et aussi plus de peur donc que les autres, se vivent eux-mêmes déjà comme les fantômes de la future ruine qu'est ce monde, de la ruine qu'il est d'une certaine manière déjà. Le monde est ainsi rempli de notations doucement apocalyptiques. Je dis doucement apocalyptiques puisqu'à aucun moment le livre, et c'est heureux, prend un style apocalyptique, un style alarmiste. Il se contente de consigner froidement, sèchement, techniquement, les premières bases de l'extinction, les premières bases de la future disparition. Ainsi, on pourra voir dans la phrase suivante, ou dans le passage suivant, une sorte de définition d'un art poétique, d'un style. Dans ce passage du livre, nous sommes avec l'autre personnage principal de Fuite. Elle s'appelle Sarah. Elle est, disons, la petite amie du narrateur. En tout cas, ils se voient de temps en temps, et parfois pour passer la nuit ensemble. Elle travaille à la région. Elle est aussi militante. Elle fait partie du même groupe que le narrateur. Donc elle est tout aussi consciente que lui de la tragédie en cours. Elle en est tout à fait consciente, et il lui vient parfois des accès de panique. Et alors, donc, je cite, « Pour tenter de s'en protéger, Sarah en parle calmement. Le réchauffement climatique diminuera de moitié le débit des fleuves, mais en connaître les causes lui permet de modérer son émoi. Ou plutôt, dénuée de connaissances, elle ne pourrait plus analyser l'objet de ses craintes, elle ne parviendrait pas à les refroidir. Qu'à une température supérieure à celle du corps, il soit impossible de vivre dans une région très humide, que selon cette loi, les Indonésiens, les Philippins et d'autres devront dans 20 ans soit bouger, soit mourir, la bouleverserait totalement. » Le tour de force de ce passage, et notamment de cette dernière phrase, c'est d'arriver à inscrire le constat dramatique, le constat tragique, le constat d'une sorte de fatalité, une fatalité très technique, qui tient à une donnée biologique, biologico-physique. À une température supérieure à celle du corps, il est impossible de vivre dans une région très humide, et que donc par conséquent, très logiquement, les Indonésiens, les Philippins ne pourront bientôt plus vivre là où ils vivent. Cette information technique, tragique et néanmoins technique, ou inversement, est prise dans un ensemble de la phrase, elle est prise au milieu d'un ensemble syntaxique qui se termine par « la bouleverserait totalement ». Dans le même temps que je donne des informations bouleversantes, je produis dans la phrase elle-même une sorte d'antidote au bouleversement. L'antidote serait précisément d'envisager ces données le plus techniquement possible. Et c'est bien ce qui est dit dans la première partie de la phrase. Dénuée de connaissances, elle ne pourrait plus analyser l'objet de ses craintes, elle ne parviendrait pas à les refroidir. Ici, l'analytique permet d'ériger ou de faire monter le constat bouleversant et paniquant en froide analyse. Et donc de garder la tête froide, et donc de ne pas en être bouleversé. Et donc le constat de la tragédie peut souffrir une sorte de distance par le conditionnel. Le conditionnel, c'est ce qui clôt les deux ensembles que je viens de lire. Elle ne parviendrait pas à les refroidir, la bouleverserait totalement. Nous avons donc, oui, une narration froide de quelque chose qui est brûlant, qui est une actualité brûlante, qui est une urgence, brûlante d'ailleurs au sens littéral, puisqu'il s'agit bien de dérèglement climatique, certes, mais qui se manifeste d'abord par le réchauffement climatique. Et c'est bien de réchauffement que nous parlons ici à propos des Indonésiens et des Philippins. C'est bien le réchauffement qui va bientôt rendre leur région inhabitable. Et donc la situation se réchauffe, et le feu couve, le grand feu apocalyptique couve, mais ceci est pris dans une narration qui essaie de refroidir cette situation en l'analysant. Nous avons ici la clé stylistique de Fuite, en cumulant à la fois l'effroi devant la situation,
sèchement envisagé, mais aussi le calme que procure la sécheresse même de l'énoncé. Dans le même genre d'idée, nous avons page 28. Percuté par une voiture roulant à 50 km/h, les probabilités de mourir sont les mêmes que pour une chute du 3e étage. 3 étages correspondent à 9 mètres. De cette hauteur, si l'on saute bien droit, les pieds sur le béton éclatent, on tasse sa colonne. Au mieux, on remarche mal. Le livre est jalonné ainsi d'anticipation sur ce que pourrait être l'effet ou les conséquences très physiques d'une chute. Mais là encore, le style scientifique permet de conjurer en quelque sorte l'effroi que peut procurer cette anticipation sur une chute. Il en est de même pour des constats plus proprement écologiques. Par exemple, page 17. Les immeubles, eux, sont secs. Ils n'ont pas à réguler la température de leur ciment. Ils absorbent la chaleur qu'ils restituent la nuit, prolongeant la sudation de leurs habitants. Ils feront le bonheur des lézards qui, après le temps des hommes, seront devenus gros. Là encore, un constat purement scientifique qui concerne la vie de la matière, la vie logique de la matière. À Lyon, les immeubles sont secs. Ils n'ont pas à réguler la température de leur ciment. Oui, évidemment, les immeubles sont en ciment, ils absorbent la chaleur qu'ils restituent la nuit. C'est pour ça aussi qu'on crève de chaud à Lyon. Pendant tout le livre, d'ailleurs, on crève de chaud, puisque ça fait quelques mois déjà que la vie n'a pas connu la pluie. Et puis, bien sûr, nous anticipons sur l'après. Ils feront, peut-être que c'est un futur proche, ils feront le bonheur des lézards qui, après le temps des hommes, seront devenus gros. Image frappante, image saisissante, image d'un calme fou, et qui pourtant dit tout simplement l'extinction de l'espèce humaine, à laquelle survivront par exemple des lézards. Chose qui se voit dans l'ordre même de la phrase, ils feront le bonheur des lézards, qui après le temps des hommes, seront devenus gros. Les hommes sont mentionnés au milieu de la phrase et nous terminons par les lézards qui, eux, prospéreront peut-être sur ce nouvel état de fait, sur la disparition de l'espèce humaine, qui seront les nouveaux rois du monde, comme les hommes, les humains ont été les rois de ce monde. Nous avons au passage cette expression très belle, très mélancolique, très froide, le temps des hommes. Et oui, les hommes auront fait leur temps. Et oui, les hommes, ça n'aura duré qu'un temps. Les humains ont eu leur temps. Et maintenant, ce temps est proche de se terminer. Et c'est pour ça que tout ça peut se ramasser dans cette très calme expression, très calme et vertigineuse expression, le temps des hommes, que nous retrouverons un peu plus tard, page 49. Les bâtiments disparaîtront dans un nuage, bien après le temps des hommes. De la même façon que le narrateur se décentre alors qu'on devrait en permanence adopter son point de vue, et qu'il est donc capable de se décentrer pour adopter le point de vue des autres sur lui-même, et donc de se prendre pour un objet, de la même façon, les lézards regardent les hommes tomber, regardent les hommes disparaître. Et de la même façon, page 68, survolant la scène, un oiseau nyctalope nous verrait pâlir. Nous avons là une syntaxe que nous pourrions appeler antispéciste, c'est-à-dire qui lutte par la syntaxe elle-même ou qui abolit par la syntaxe elle-même ce qu'on appelle traditionnellement l'anthropocentrisme. Et pourtant, malgré cela, malgré cette sorte de fatalisme que la narration adopte par son calme lui-même, nous avons affaire à des jeunes gens qui luttent à leur échelle, qui luttent comme ils peuvent, qui luttent avec beaucoup d'impuissance, mais qui luttent quand même. Comment expliquer ceci ? Comment expliquer qu'on puisse continuer à se mobiliser alors que d'une certaine manière, c'est foutu ? Eh bien, ça fait partie de ces soi-disant paradoxes qui constituent les êtres humains, et par exemple le narrateur de fuite. Soi-disant paradoxe parce qu'il n'y a pas de paradoxe à continuer à lutter alors que, en son fort intérieur, on perçoit à un certain nombre d'éléments objectifs que cette lutte n'empêchera pas le destin fatal d'extinction de l'humanité. Ceci est ramassé page 128. Notre détermination enfle en même temps que son absurdité. Conjurer cette dernière exige toujours plus de sérieux qui, sitôt mis en œuvre, fait naître son ombre bouffonne, le ridicule. Et oui, ces jeunes gens, et le narrateur au premier chef, le narrateur qui ne perd jamais une occasion d'être lucide sur lui-même, le narrateur qui n'est absolument jamais dupe de ce qu'il est en train de faire, qui ne se laisse jamais griser par sa propre lutte, et bien ces jeunes gens, oui, et le narrateur lui-même, peuvent conjuguer en eux le sérieux de la lutte, parce qu'il faut toujours un peu de sérieux à la lutte, et la conscience du ridicule de cette lutte. L'un n'empêche pas l'autre. C'est parce que nous sommes sérieux que nous sommes ridicules. Mais c'est aussi parce que nous sommes sérieux que d'une certaine manière, nous ne sommes pas que ridicules. Il faut être à la fois sérieux et avoir le sens du ridicule. Idée que nous retrouverons page 129.
Il se trouve qu'à ce moment-là, le narrateur et quelques-uns de ses acolytes, 2 garçons, dont l'un appelé le beau gosse, et une fille, Sarah, entreprennent de hisser une banderole au sommet d'une des tours du quartier Pardieu, ce qui nous vaudra une ascension finale qui sera aussi le mouvement final du livre. Et au moment où ils décident de le faire, où ils décident de monter, de prendre ces risques-là, avec le sérieux que ça exige et le ridicule que ça comporte, avec la nécessité qu'il y a à le faire et en même temps la conscience de la vanité qu'il y a à le faire, il y a cette phrase « On va le faire, on n'a jamais rien fait d'aussi con, mais tout est con, même l'art, même vivre. » Vivre est ce truc qu'on fait alors qu'on sait très bien que c'est très con. C'est très con, mais nous continuons à vivre, et notre conscience que c'est très très con de vivre ne nous empêche pas de vivre. Parce que nous trouvons tout de même, malgré tout, envers et contre tout, que vivre est bien la plus belle chose du monde. Ça, c'est un peu moi qui l'ajoute, mais quelque chose me dit que Étienne Bretin pourrait le dire aussi. Ça s'appelle Fuite, ça sort en mars, et c'est publié par les éditions Cause Perdue.